Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux et on enregistre le podcast jeudi matin, ce qui veut dire que la première ronde du repêchage de la NFL va avoir lieu dans exactement 2 semaines. Alors, on va profiter de cette occasion afin de parler des meilleurs espoirs en défense du repêchage. Les 10 meilleurs espoirs. On va également parler, bien sûr, des actualités. Du côté de la NFL, c'est très tranquille en termes d'actualité présentement dans la NFL. Marc-André va y aller d'une chronique fantasy football et on va également répondre aux questions que vous nous avez envoyées. Alors, cet épisode du podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Dans 14 jours, dans 2 semaines exactement, Marc-André, la première ronde va avoir lieu. Là. On n'aura plus à attendre parce qu'on s'en rend compte là, du côté de la NFL, c'est vraiment très calme là, depuis environ 2 semaines. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Il y a toutefois quelques rumeurs qui circulent. Là. Effectivement, je sais pas si on peut le teaser ou quelque chose. On va essayer de faire un épisode un peu spécial sur le repêchage, là. On va essayer de se faire un mock draft. C'est ça qu'on veut faire? C'est quoi, un repêchage simulé Ouais, en un mock français? draft. Ouais, un repêchage simulé, mock draft qu'on va faire lors de la semaine du repêchage qu'on va mettre en ligne lundi le 21 avril. On peut en parler, pourquoi pas. Alors, on va vous donner un peu plus de détails, bien sûr, là, au cours des prochaines semaines, mais lundi le 21 avril, lors de la semaine du repêchage. Effectivement, on va y aller d'un mock draft de la première ronde. On ne fera pas les 7 rondes du repêchage, mais des 32 sélections de la On tease première pas ronde. assez nos affaires, Didier. Il faut teaser plus. Ouais, ouais, Faut ben c'est garder ça. notre auditoire en haleine. T'as raison, on va faire des aguiches. On va teaser nos auditeurs et les gens qui nous regardent, bien sûr. Non, mais tu fais bien de le mentionner. Mais ça va être à venir. Mais pour l'instant, ben, aujourd'hui, comme je viens de dire, on va se concentrer du côté de la défense, des meilleurs joueurs qui sont disponibles pour le repêchage. Du côté de la défense, il y a vraiment des bons joueurs. Alors, on va commencer avec ça pour aujourd'hui. Yes, on va commencer à tout seigneur, tout honneur, comme on dit. Travis Hunter, mais on va en parler aujourd'hui comme demi de coin, comme demi-défensif dans la NFL. Travis Hunter, qui est le meilleur joueur défensif disponible. Et il y a déjà des rumeurs, Didier, qui disent qu'on sélectionnerait Travis Hunter du côté des Browns, même qu'il y a des rumeurs qui disent qu'on va essayer d'avoir Shedeur Sanders également. Donc, reformer le duo prolifique des Buffaloes de l'Université du Colorado. Ah oui, ben ça veut dire qu'il faudrait compléter une transaction pour revenir dans Ouais. la première ronde pour repêcher Shedeur ou si est-ce que Shedeur va être toujours disponible en deuxième ronde? Ça reste à voir. Écoute, Travis Saunders, récipiendaire du trophée Heisman lors de la dernière saison, 6 pieds, 188 livres. Mais les Browns, là, tu viens de mentionner les Browns. Tu sais, le DG des Browns, il y a quelques semaines, il avait dit que selon lui, Travis Hunter dans la NFL, c'était un receveur de passe, pas un demi-coin. Alors, moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est effectivement si les Browns décident de repêcher au deuxième rang du repêchage. Surtout que, comme receveur de passe, Marc-André, tu sais, je viens de parler de sa taille, de son gabarit, 6 pieds, 188 livres. Quand tu regardes les receveurs, tu sais, qui sont repêchés dans le top 5, dans le top 10, année après année, ils sont plus imposants physiquement. Alors, moi, c'est une des raisons pour laquelle je crois vraiment que sa meilleure position dans la NFL, c'est la position de demi-coin. L'année dernière, il a joué 713 jeux en attaque, 748 en défense. Il quittait Incroyable. jamais le terrain. C'est vraiment ça. Et puis, mais je crois qu'il peut être utilisé vraiment autant en attaque qu'en défense, mais principalement comme demi-coin, puis avoir des jeux du côté de l'attaque de l'équipe qui va le repêcher, parce qu'il faut pas se le limiter seulement à la position de demi-coin si jamais on décide d'en faire de lui un demi-coin. Parce qu'au bout du compte, Marc-André, les receveurs de passe côté de la NFL jouent pas tous les jeux. C'est mis à part Justin Jefferson avec les Vikings du Minnesota, il y a certaines formations au cours desquelles les receveurs vont aller sur les lignes de côté. Jamar Chase, qui pour moi est le meilleur receveur de passe de la NFL, il n'est pas nécessairement sur le terrain pour tous les jeux. Alors, je pense que ça serait possible, ça, de voir justement Travis Hunter jouer des deux côtés du ballon. C'est un peu ironique de penser que Travis Hunter va vouloir, en défense, exceller. Question d'avoir des dégagements, question d'avoir des pauses publicitaires, question de pouvoir se reposer quand on y pense. Oui.
Ouais, ben, puis non, mais c'est un bon point que tu amènes, parce que du côté de la NFL, il y a beaucoup de pauses dans les matchs. Tu sais, à tous les ans, tu fais des voyages, tu vas voir des matchs sur place, puis il y a beaucoup de pauses publicitaires. Donc, ça donne des occasions, justement, à un joueur comme Travis Hunter, peut-être de récupérer et de jouer en défense et en attaque. Mais pour ce qui est de Hunter en tant que demi de coin, comme je l'ai dit, bon, premièrement, ses qualités athlétiques, euh, sont vraiment hors pair, ses changements de direction. Il est tellement fluide en tant qu'athlète, puis il a des bonnes mains. Bien sûr, il joue à la position de receveur de passe. Donc, c'est pas un joueur qui va échapper les interceptions. Il est capable de bien repérer le ballon, encore une fois, dû au fait qu'il joue à la position de receveur de passe. Puis il n'est pas poltron en support de course. Hein. Donc, malgré son petit gabarit, il n'a pas peur de plaquer les porteurs de ballon lorsqu'il s'amène. Bref, Hunter, c'est un joueur de football complet. Il y a un haut QI de football. T'as pas le choix. Là. Lorsque tu es capable de jouer à position de receveur de passe et de demi-coin, tu es un joueur intelligent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. La question est de savoir où est-ce qu'il va aboutir. Est-ce que ça va être à Cleveland, au deuxième rang du repêchage? Les Giants de New York, eux, ils ont la troisième sélection de tout le repêchage, puis eux, ils peuvent l'utiliser autant en attaque qu'en défense. Il y a tellement trop au sein de la formation des Giants de New York. Est-ce que les Patriots pourraient le repêcher aussi? Tu sais, si c'est les Patriots qui le repêchent, Mhm. eux, ils auraient besoin de lui en attaque. Si on a parlé lors des dernières semaines comment il y a un manque de receveurs de passe du côté des Patriots de l'Angleterre. C'est une des raisons pour laquelle on a mis sous contrat Stephen Diggs. Mais ça nous prend plus que ça. En tout cas, encore une fois, en raison de sa polyvalence, il amène beaucoup de flexibilité, mais moi, je crois que sa meilleure position, ça serait à celle de receveur, à celle de demi-coin, étant donné qu'il n'a pas un cabaret imposant sa position principale, étant donné qu'il n'a pas un cabaret imposant à la position de receveur de passe, mais peu importe l'équipe qui va le repêcher, il va se retrouver à jouer en attaque et en défense. Mais moi, je crois principalement qu'en tant que demi-coin, il est le meilleur demi-coin disponible du repêchage. Je pense que les Titans vont repêcher Cam Ward, là. On n'a pas fait d'addition vraiment Mhm. important à la position de carrière. Donc, si on prend pour acquis que Travis Hunter pourrait joindre les Browns, il joindrait une tertiaire composée déjà de Denzel Ward et de Greg Newsome, quand même pas une vilaine tertiaire, quoique Denzel Ward veut pas. Et il ne rajeunit pas, hein, il commence à vieillir. Ça fait tellement d'années qu'il Oui. excelle à la position. Ce serait intéressant. Puis, écoute, si on regarde du côté offensif du ballon, un groupe avec Jerry Jeudy, avec Cedric Tillman qui a montré de belles choses par moment. On commence à avoir quelque chose aussi avec trois receveurs de passe quand même assez solides du côté des Browns. Donc, je pense que pour les Mhm. Browns, ce serait ce qu'on dit en anglais un win-win. Là. Ce serait une situation vraiment gagnante, peu importe la position. Je pense que, tu sais, si on se met dans la peau d'un partisan des Browns aussi, je pense que d'avoir Travis Hunter débarqué avec toi, de ce joueur spécial, ce talent spécial, cette licorne-là qu'on dit. Je pense que pour le partisan des Browns, je pense que les partisans des Browns le méritent d'avoir ce genre d'engouement-là envers un joueur de football comme Travis Hunter. Donc, ça veut dire qu'il n'ira pas à Cleveland. Parce que les partisans des Browns, ils vivent dans la malchance depuis le retour de la concession à Cleveland en Non, mais 1999. on leur souhaite le mieux, là. On leur souhaite de s'en Oh oui, sortir. Puis je pense que c'est certain, mais d'avoir Travis Hunter dans l'environnement de l'équipe, je pense que ça peut amener un peu d'optimisme, là. oui, oui, ça pourrait, mais il y a juste la malchance à Cleveland. Et il ne faut pas oublier qu'au moment où on se parle, c'est Kenny Pickett, leur carrière partant. Là, on va voir ce qu'on va repêcher peut-être Shedeur Sanders, mais tu as parlé du bon groupe de receveurs potentiellement qu'on pourrait avoir si on repêche Travis Hunter et qu'il joue principalement à la position de receveur de passe. Là, ça va être Kenny Pickett qui va lancer le ballon. Je sais pas, tu sais, c'est ça, lorsqu'on parle des Browns, c'est tout le temps un point négatif, là, il y a tout le temps quelque chose. Mais en tout cas, ça pour dire que Travis Hunter, il est le meilleur demi-coin du repêchage. Et moi, personnellement, je crois que ça serait sa meilleure position à jouer principalement. Et après ça, ben, de jouer en attaque, de donner un petit coup de pouce à son unité offensive lorsque l'occasion va se présenter. On n'a jamais trop de bons demi-défensifs dans la NFL, même si on a Mm. Newsom et Denzel Ward. Si on fait le jeu des comparaisons, j'adore ça, faire ça. On le compare un peu à Champ Bailey dans les capacités, aussi dans les habiletés. Champ Bailey jouait quelques jeux en attaque aussi dans les rangs universitaires. À qui tu pourrais le comparer? Toi, as-tu une comparaison déjà faite pour Travis Hunter? Ben, pour moi, il n'y en a pas de comparaison. Parce que ce soit Chet Bailey ou Deion Sanders à l'époque, qui jouaient des fois en attaque, mais tu sais, ils jouaient quelques jeux, là, c'était vraiment pas beaucoup. Et puis, ils n'étaient pas des receveurs de passe complets, hein. Que Mhm. Dion et Chet Bailey sont au temple de la renommée en temps
que demi-coin. Mais tu sais, c'était pas des receveurs de passe complets. Même Chamberlain, dans la NFL, il n'a pas beaucoup joué comme receveur de passe. C'est vraiment à Non, 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 Georgia, non. comme tu l'as mentionné. C'est ça. Alors que Deion Sanders, bon, lorsqu'il a joint les Cowboys de Dallas, notamment, on l'utilisait beaucoup plus en attaque, mais principalement, on lui demandait de courir des tracés dans les zones profondes. Alors, Conter est un vrai receveur de passe. En plus de ça, il le fait à temps partiel. Il pourrait continuer de s'améliorer. Mais c'est du jamais vu, là. Qu'est-ce que Travis Hunter a fait la saison dernière à l'Université du Colorado? En fait, depuis, pardon, le début de sa carrière dans les rangs universitaires, c'est du jamais vu, là, de voir un joueur jouer les matchs complets, là, autant en attaque qu'en défense. Il y en a eu des joueurs au cours de l'histoire. On vient de parler de Chamberlain, de Deion Sanders. Il y a même Eric Weddle, je ne sais pas si tu te souviens du maraudeur Eric Ouais, Weddle, qui a joué les notamment Dolphins. avec les Chargers. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il avait joué à Miami? Je sais qu'il avait gagné un Super Bowl avec les Rams, finalement. Je ne me souviens pas s'il avait joué à Miami, mais peu importe. Eric Weddle était tout un joueur de football à l'Université de l'Utah. Puis on l'utilisait à toutes les sources, même on l'utilisait à la position de carrière, de porteur de ballon tout ça, mais c'était sporadiquement. Alors que de son côté, Travis Hunter, ben, il a joué des matchs complets aux deux positions. Ça, c'est du jamais vu. Donc, à cause de ça, pour moi, j'ai pas vraiment de comparaison parce qu'on n'a jamais vu ça. Puis j'ai hâte de voir la suite des choses pour lui dans la NFL, s'il sera en mesure justement de connaître du succès dans les deux côtés du ballon. Paraît-il, Didier, que Brian Dable, l'entraîneur-chef des Giants de New York, s'est rendu à State College pour luncher avec Abdul Carter, qui est potentiellement le Hmm. meilleur ailier défensif ou joueur de ligne défensive, disons, de ce repêchage-là. Ce qui est intéressant avec Abdul Carter, c'est que c'était un secondaire intérieur à venir jusqu'à l'an dernier. Et là, depuis qu'il a transféré de la position de secondaire à ailier défensif, ben, on a comme ouvert une boîte de Pandore. On a vraiment il a atteint son plein potentiel avec sa nouvelle position. Ouais, je lisais qu'apparemment, il était voir James Franklin avant le début de la saison, puis il lui a dit, écoute, j'aimerais ça jouer à la position d'ailier défensif, à la position de chasseur de quart, la même position finalement que Michael Parsons avait joué lors de sa dernière saison à Penn State. Et puis Franklin a été ouvert d'esprit, puis écoute, ça a rapporté. Hein? Abdul Carter il a connu toute une saison, 12 sacs la saison dernière, 23 plaqués pour perte, 23 plaqués et demi C'est pour fou. perte. Imagine-toi en une saison. Ben oui, 6 pieds 3 pouces, 250 livres. Mais toutefois, il y a une nouvelle tendance cette année. Il y a plusieurs joueurs, Marc-André, qui n'ont pas fait de test physique. Carter a une raison. Bon, il a subi une blessure à une épaule lors des éliminatoires. Ben, on n'a pas de chiffre. Tu sais, son temps aux 40 verges, on ne l'a pas. Puis ça, c'est le cas pour plusieurs joueurs. Ben, tout ça pour dire qu'il possède un premier pas explosif. Là. Puis on le voit dans les faits saillants qu'on voit à l'écran maintenant. Euh, Après son stage universitaire, toutefois, je ne serais pas prêt à dire qu'il est un aussi bon espoir que l'était à l'époque Myles Garrett lorsqu'il a terminé sa carrière à Texas A&M ou Von Miller également qui avait joué à Texas A&M. Je dirais que Abdul Carter est peut-être une coche en dessous de ces joueurs-là. Mais il en demeure pour moi qu'il est tout un joueur. Tu sais, il est rapide, il est explosif. On le voit ici, il a la flexibilité pour tourner le coin, puis on peut l'utiliser, là, on l'a vu, il était à l'intérieur de la ligne, hein, debout, dans le A-gap. Le A-gap, c'est quoi? Ben, c'est le trou A qui est entre le centre et les deux gardes. Et puis, on voit les Cowboys de Dallas utiliser Michael Parsons de cette façon-là, des fois, là, de le mettre dans cette position-là afin qu'il arrive directement dans le visage du carrière adverse. Alors, il peut être déployé de plusieurs façons au sein du front de l'unité défensive. Un peu comme les Cowboys, encore une fois, le font avec Michael Parsons. Je crois que Parsons est un meilleur espoir lorsqu'il a terminé son stage universitaire qu'Abdul Carter, mais en demeure pas moins qu'Abdul Carter est tout un joueur de football. C'est de loin, pour moi, le meilleur chasseur de cartes disponible lors du repêchage. Aligné aux côtés de Myles Garrett, les Browns, ça serait fou. Aligné dans une défense qui compte Mm. Dexter Lawrence, Brian Byrne, Kevin Thibodeau Mm. avec les Giants, ça serait assez incroyable. C'est sûr que les comparaisons avec Micah Parsons sont là. Hein. On voit énormément de similitudes entre les deux joueurs. Mais j'ai bien hâte de voir ce que l'avenir réserve à Abdul Carter. Mais oui, vraiment, il devrait sortir dans les 3 premières sélections du prochain repêchage. Ouais, ça serait intéressant, ça, à Cleveland, parce que bon, on sait que les Browns n'ont pas de carrière, mais si les Browns trouvent que Shedeur Sanders, ça ne vaut pas la peine de repêcher aussitôt que ça dans le repêchage avec le deuxième choix, l'option d'Abdul Carter, j'aime ça. C'est vraiment 4 joueurs élites dans le repêchage. C'est pas nécessairement une grande cuvée.
en termes des joueurs élites. Tu sais, c'est une bonne QV, mais en termes des joueurs élites, mais ouais, c'est ça, comme tu viens de le dire, de jumeler Carter à Myles Garrett. Pourquoi pas là, essayer d'avoir une ligne défensive totalement terrifiante du côté des Browns, tu sais, qui va être en mesure de presser les carrières adverses. Ça, j'aimerais ça voir ça. Tu sais, il y a des choses que Carter doit améliorer au niveau de sa force, notamment. Mais ça, bon, écoute, il est jeune, passé là, une saison morte complète dans la NFL, à s'entraîner et tout. Ça, c'est quelque chose, selon moi, qui peut améliorer. Mais c'est vraiment au niveau de ses jambes. J'aimerais le voir développer plus de force afin de transformer justement la vitesse dont je parle en puissance lorsqu'il essaie de se débarrasser des blocs, de battre les bloqueurs auxquels il va faire face du côté de la NFL. Mais ça, je déteste pas ça. De voir Carter avec les Browns de Mhm. Cleveland, cette idée-là, Ou les j'aimerais ça voir Giants. ça. Euh, ouais, mais moi, les Giants, Marc-André, c'était... Déjà, on est juste au mois d'avril, mais j'ai aucun espoir pour la saison à venir des Giants La de New défense York. serait OK? terrifiante, en tout cas. Ben, tu sais, on est déjà à Kayvon Thibodeau, comme tu l'as dit, notamment Dexter Lawrence. Un peu comme je viens de le dire du côté des Browns, ça sera un peu la même philosophie, tu sais. Pourquoi pas améliorer une unité qui est déjà bonne, puis en faire d'une Mhm. tout à fait terrifiante? Non, non, ça serait peut-être pas une mauvaise idée à ce point de vue-là. Moi, je pense encore que Kirk Cousins va jouer pour les Browns la saison prochaine. On va avoir une transaction. Fait que je Hmm. pense peut-être que les Browns vont prendre ne prendront pas Shedeur Sanders qu'ils pourraient glisser. Ça, c'est une autre histoire. On aura l'occasion d'en reparler. Le plaqueur Mhm. Mason Graham de l'Université du Michigan, Didier, on dit que c'est l'un des joueurs les plus complets du repêchage. Ouais, il y a bien des gens qui disent ça. Ben moi, tu sais, pour l'avoir observé, pour l'avoir regardé là, jouer là, lors des dernières semaines, afin de me préparer pour le repêchage, je sais pas, ça me laisse sur mon appétit. OK? Qu'est-ce que je veux dire? Bon, il mesure 6 pieds 3 pouces, 296 livres. C'est un pilier du côté de l'unité défensive des Wolverines en particulier lors des 2 dernières années. Euh, mais toutefois, où est la production, Marc-André? OK? Son plus haut total de sacs, c'est 3 sacs et demi. OK? En carrière, il vient d'avoir Mhm. ça la saison dernière. Puis, je ne le vois pas avoir nécessairement des bonnes techniques de main afin de battre les joueurs de ligne à attaque. Écoute, il y a un premier pas explosif, il joue avec intensité, avec passion, il y a un moteur qui n'arrête jamais. Ça, on peut pas mettre ça en doute. Mais au niveau de la NFL, si tu es pour repêcher un joueur dans le top 5, dans le top 10 du repêchage, je parle à la position de plaqueur. Moi, je veux un joueur que je sais qu'il va avoir un impact contre la passe. On sait que le jeu est axé contre la passe du côté de la NFL. Puis je suis pas certain que Mason Graham peut devenir ce joueur-là. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose que je trouve que j'ai vu suffisamment lorsqu'il jouait à Michigan en termes de sa production, en termes de sac. Et pour moi, à la position de plaqueur, j'ai besoin d'un plaqueur qui va être productif à ce niveau-là si je vais le repêcher dans le top 10. Alors, c'est ça. Puis, c'en a un autre qui n'a pas fait les tests physiques. C'en a un autre, Mhm. Marc-André, qui n'a pas fait les tests physiques. Puis ça, c'est une tendance cette année. Mais c'est ça. Donc, moi, ça fait en sorte que j'ai des questions concernant Mason Graham. Je ne le repêcherai pas dans le top 5, puis je ne suis pas même certain que je le repêcherai dans le top 10. Il excelle contre la course, par exemple. Ça, c'est peut-être quelque chose que les équipes Oui, oui, il est. vont vouloir. Ah, Oui. absolument, absolument. Il excelle contre la course, comme tu viens de bien le dire. Mais encore une fois, si je te repêche dans le top 10, j'ai besoin que tu excelles contre la passe aussi. Contre la course, c'est pas suffisant. Jalen Walker, le secondaire de l'Université de Georgia, et qui a été élu le secondaire de l'année dans la NCAA. On dit que Mhm. c'est un hybride. C'est vraiment la tendance de plus en plus, hein, Didier. Selon moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Un hybride entre un secondaire et un ailier défensif aussi. C'est vraiment quelque chose. Il y a plusieurs joueurs qu'on dit qui peuvent jouer à des positions hybrides comme ça dans le repêchage. Ouais, tu viens de parler, bon, position de chasseur de quart, secondaire de ligne, mais même les demi-défensifs. Tu sais, il y a des Mhm. demi-défensifs qui sont capables de jouer à position de demi-coin extérieur, demi-coin intérieur, maraudeur. On n'a pas le choix parce que les attaques ont des athlètes polyvalents maintenant. Tu sais, on le voit de plus en plus. Tu sais, affrontes les 49ers de San Francisco. Lors d'un jeu, Christian McCaffrey va dans le champ arrière. Après ça, il va peut-être être à la position de demi inséré. Donc, tu peux pas changer de personnel nécessairement. Donc, des fois, tu n'as pas le temps de changer de personnel, donc ça te prend des joueurs polyvalents comme Jalen Walker de Georgia, 6 pieds 1 pouce, 243 livres. Tu l'as dit, il a remporté le trophée Butkus la saison dernière,
qui est remis annuellement au meilleur secondaire de ligne du football universitaire américain. Il a mené les Bulldogs avec 10 paquets et demi pour perte. C'est un joueur qui est solide au point d'attaque contre le jeu au sol, contre la course, mais également est en mesure, comme on vient de voir dans ce jeu-là, de transformer sa vitesse en puissance lorsqu'on l'envoie sur des blitz. Puis il est excellent, Marc-André, sur les blitz. T'sais, il détruit à l'occasion les porteurs de ballon qui sont en protection. Puis il y a des secondaires de ligne, bon, tu les envoies sur le blitz, mais ils n'ont pas nécessairement un impact. Tu sais, là, du moment qu'il y a un contact avec le porteur de ballon, ben, ils arrêtent ou ils n'ont pas les techniques de main pour presser les carrières adverses. Mais lui, il a cette valeur ajoutée-là. Tu sais, c'est vraiment un joueur complet. La seule chose, il mesure juste 6 pieds, 1 pouce. Ça, peut-être, ça va déplaire à certaines équipes, mais moi, je vois pas ça comme un négatif. Parce que son centre de gravité est bas. Face aux grands bloqueurs, on le voit ici, là, de la façon qu'il travaille. Puis c'est un joueur qui est vraiment tenace. Je crois pas. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Jalen Walker. On le compare à Hassan Reddick un petit peu, c'est ce que j'ai lu selon les observateurs. Maintenant, Ouais. Jihad Campbell, le secondaire de l'Université de l'Alabama, lui aussi, un genre d'hybride entre ailier défensif et secondaire. On dit que c'est un secondaire qui excelle contre la course, peut-être un peu des failles contre la passe, par exemple. Ouais, ben écoute, il a mené le Crimson Tide la saison dernière au niveau des plaqués. 117 plaqués pour Jihad Campbell, 6 pieds 3 pouces, 235 livres. Il a reçu un chrono de 4 secondes et 52 centièmes aux 40 verges. Donc, c'est un joueur qui est vraiment rapide. Il est fluide aussi. Puis bon, tu l'as dit, c'est pas nécessairement lui, c'est pas vraiment un chasseur de quart nécessairement, mais il y en a pas moins que c'est tout un joueur de football. Tu sais, puis des fois, on va le déployer, il va être à la ligne d'engagement, on va lui demander de reculer en couverture de zone, en mesure de tourner ses hanches, puis de reculer dans sa zone très rapidement. Tu sais, il va partir de la ligne d'engagement, puis il y a la zone hook to curl, en mesure de se rendre jusque-là, justement, pour d'avoir un impact contre la passe. Puis physiquement, Marc-André, il a le physique recherché, le prototype. Tu sais, j'ai parlé 6 pieds 3 pouces, 235 livres dans la NFL de nos jours. Si tu as ce genre de physique-là, puis que tu es rapide, ben c'est ce qu'on recherche à la position de secondaire de ligne. Tu sais, il y a peut-être 20 ans, on aurait dit, ah, il est trop léger. On voudrait qu'il gagne environ 10 à 15 livres pour être près de 250 livres, mais le jeu est tellement accédé sur la passe maintenant du côté de la NFL. Faut être un peu plus léger. Puis je pense que Campbell, ben vraiment, comme je dis, il a les qualités recherchées à la position de secondaire de ligne. C'est tout un joueur, là. Mais vraiment, sa rapidité, à quel point c'est un athlète fluide. Tu vois, c'est ça que je parlais. Tu sais, en recul, Mhm. en couverture, réussir un jeu. Donc, c'est pas un joueur qui va nécessairement déranger les carrières adverses. Il n'est pas nécessairement un chasseur de quart, mais il demeure un joueur d'impact. Tu sais, à quel point il est athlétique, à quel point il reconnaît qu'est-ce qui se passe lorsqu'il recule en couverture de zone. Puis il est excellent également en couverture homme à homme contre les ailiers rapprochés. J.D. Barron, maintenant, le demi de coin de l'Université du Texas, les Longhorns. Ce qui est intéressant, lui, c'est qu'il a quand même disputé 57 matchs Mhm. dans les rangs universitaires, dont 38 Ben, départs. c'est Donc, beaucoup, il y hein? a vraiment, il y a vraiment du millage exactement dans les rangs universitaires. Oui, oui, du kilométrage, beaucoup d'expérience pour Barron. Puis lui, il arrive prêt, là. Tu sais, tu peux pas avoir plus d'expérience, je viens de te le dire. C'est beaucoup de matchs, 57, 5 pieds 11, 194 livres. Il a réussi un chrono Marc-André de 4 secondes et 39 centièmes aux 40 verges. Ça, c'est vraiment excellent, surtout avec son gabarit, près de 200 livres. Là, tu sais, on vient de parler là, tu sais, de la polyvalence que certains joueurs ont. Ben, lui, c'en est un autre comme ça, Marc-André. Tu sais, puisqu'il peut jouer à la position c'est pas juste la position de demi-coin extérieur. Il peut jouer à la position de demi-coin intérieur, que ce qu'on appelle le nickel. Il peut jouer à la position de maraudeur également. En fait, il n'y a pas de position dans la tertiaire qu'il ne peut pas jouer. Alors, dans la NFL actuellement, ben, ça, c'est un plus, une valeur ajoutée. Pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, la défense n'est pas obligée de changer tout son personnel, parce que tu as des joueurs sur le terrain qui peuvent jouer à 2 ou même 3 positions, comme c'est le cas pour Byron. L'année dernière, il a réussi 5 interceptions, il a rabattu 11 passes, il a été récipiendaire du trophée Jim Thorpe qui est remis annuellement au meilleur demi-défensif de tout le football universitaire. Puis contre la course, il n'est pas poltron, il va s'amener en support de course contre les passes-pièges au receveur. Il arrive rapidement, regarde-moi ça, c'est excellent plaqué, à champ ouvert.
c'est un bagarreur. Ça, c'est une qualité qui est importante lorsque tu joues à la position de demi-coin à intérieur. On le voit ici sur le blitz, quand même, comment il s'amène. Regarde, les faits savants parlent d'eux-mêmes, là. Vraiment, Barron, il est tout un joueur. Le demi de coin Will Johnson, maintenant de l'Université du Michigan, il a raté 5 matchs la saison dernière, blessé, le fameux turf toe, je ne sais pas comment le traduire en français, Ouais. mais Une, plusieurs une personnes. hyper-extension du gros orteil. C'est Oh, ça, un merci turf toe. beaucoup. Mais Ouais, ouais, hyper j'en ai déjà eu, extension là, du gros puis orteil. ouais, puis c'est dérangeant, OK? Tu vas dire, Ah ah, il a oui, juste blessé un orteil. Non, non, ben écoute, tu sais, t'es sur la pointe des pieds constamment, donc, puis ton gros orteil, ben c'est le plus gros orteil. Écoute, quand tu subis ça, là, ça fait mal, c'est 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 dérangeant. toujours le gros Puis orteil? oui, Sûrement, oui, ouais, toujours le gros ouais. orteil. Ça va pas être une hyper Non, extension du petit orteil, mais c'est toujours le gros orteil. Marc-André, c'est dérangeant, ça fait mal. Ça fait mal. Sérieusement, c'est pas de la blague, là. Tu sais, même des joueurs, des fois, qui ont besoin de subir une intervention chirurgicale, ça traîne quand tu as cette blessure-là. C'est long avant de partir. C'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est une parle blessure comme un gars sérieuse, qui là. en Tu a sais, c'est pas déjà de la eu blague. subi une. Oui, 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 non, je parle en connaissance de cause. Pour de vrai, j'en ai déjà subi, là, puis c'est pas drôle, man. C'est vraiment pas drôle, là, je te le dis. Alors, Mais Johnson, ben c'est ça, c'est cette blessure-là qui a fait qu'il a raté la deuxième moitié de la saison. Ouais, qu'est-ce que t'as à dire? mmh Non, non, mais je m'en allais dire, c'est quoi? C'est juste le temps qui arrange ça, qui fait guérir ça? Tu pas ben, des fois, tu viens de me dire des fois que tu as une opération, mais sinon c'est juste le temps, faut juste rien faire? Ouais, ben, ça dépend du degré de ton hyperextension. Mmh, C'est ce qui arrive, là. Tu sais, des fois, comme je disais, tu vas avoir besoin d'être opéré. Des fois, c'est juste le temps, le repos. Ben, tu sais, c'est le genre de blessure que tu vas essayer de jouer avec cette blessure-là. Mais écoute, j'en parlais avec Bruno Eppel la saison dernière. Il me racontait lorsqu'il jouait pour les Alouettes, à cause qu'il avait justement subi une hyperextension à son gros orteil. Il avait subi un turf toe, puis il continuait de jouer. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ben, parce que tu le sais, là, lorsque tu as une blessure puis tu continues de jouer, il y a d'autres parties de ton corps qui compensent. Puis ça mmh. avait mené à une déchirure à un de ses ligaments Iche, croisés intérieurs. Ouais, c'est ça. Tu sais, donc, hein. faut faire attention avec ça quand tu persistes, tu veux jouer. Mais c'est ça. Mais ça pour dire que Will Johnson, c'est ça, il a raté la deuxième moitié de la saison en raison de cette blessure. C'est un gros demi-coin, hein? 6 pieds 2 pouces, 194 livres. 6 pieds 2 pouces à la position de demi-coin, c'est très grand. Mais encore une fois, il a subi une autre blessure lorsqu'il se préparait pour le combine, pour le camp d'évaluation de la NFL. Ben, il a subi une élongation musculaire aux ischio-jambiers, ce qui fait en sorte que lui aussi, on n'a pas de temps aux 40 verges. Puis c'est important parce que c'est un gros demi-coin. Donc, est-ce qu'il est nécessairement rapide, explosif? C'est un athlète qui est fluide. Il y a des bons changements de direction. Puis on le voit, il est intelligent. Tu as vu comment il a reconnu l'action qu'il voyait devant lui. Il a appuyé sur la gâchette pour réussir l'interception, retourner jusque dans la zone début pour un toucher. Puis ça, c'est signe également de préparation durant la semaine, là, qui fait en sorte qu'il est capable de reconnaître immédiatement qu'est-ce qu'il voit devant lui. Donc, c'est un demi-coin qui est très robuste, mais des questions justement face à sa rapidité. Puis la position de demi-coin, c'est, regarde, il faut que tu sois rapide, Mmh. là. T'as pas le choix, là. Là, tu peux compenser avec d'autres qualités, mais à un certain moment donné, ta rapidité, ton manque de rapidité peut être exposé. Là, on n'a pas de temps au 40 verges pour Johnson. On regarde l'espoir qui sera en mesure peut-être d'avoir un Pro Day pour des dépisteurs avant le repêchage, mais là, le temps presse, il reste juste 2 semaines avant le repêchage. Donc, c'est ça, il y a des questions au niveau justement de sa rapidité qui risquent potentiellement de rester sans réponse d'ici le repêchage. Ce fait intéressant, c'est Mike McDonald, alors à l'Université du Michigan, qui l'avait recruté, Mm. l'entraîneur-chef des Seahawks de Seattle. Les Seahawks repêchent au 18e rang. On pourrait peut-être avoir un match parfait ici, bien que plusieurs observateurs, je lisais qu'on le voit peut-être même sortir top 10, par exemple. Il y a vraiment un engouement pour Will Johnson. Reste à voir maintenant si c'est, comme tu dis, s'il va faire des tests physiques, que ça va répondre, disons, aux questions qu'on a au niveau de sa vitesse et son état de santé. Bref, j'ai bien hâte de voir. Nick Eman Worry, un maraudeur de l'Université South Carolina. Lui, ce qui est intéressant, Didier, c'est que c'est tout un athlète. Euh, Ouais. Lors du fameux RAS, le test qu'on dit Relative Athletic Score, il a scoré un 10, un score parfait. C'est le premier maraudeur sur 1086 depuis 1987 à avoir une note parfaite à ce test-là, ce test d'athlétisme. Donc, c'est vraiment intéressant dans le cas de Eman Worry. Là. Emmanuel Je sais pas Worry, si j'ai avant été le clair. combine,
Ouais, non, ben moi, ce que j'ai compris, qu'est-ce que tu voulais dire, je pense que c'était clair, OK? Il s'est classé au Ben, premier rang sur 1086 maraudeurs depuis 1987 à ce test-là. ben, Donc vraiment, c'est tout un athlète. C'est ça, en résumé, c'est tout un athlète. en somme, c'est ça, ben, c'est vraiment ça. Écoute, moi, je ne connaissais pas avant le combat de la NFL, avant le camp d'évaluation de la NFL. À 6 pieds 3 pouces, 220 livres, il a couru un 4,38 aux 40 verges. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est pas juste un athlète exceptionnel, il est tout un joueur de football. On voit les faits saillants là, depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé à en parler. Écoute, moi, dans mes notes, je me suis inscrit, s'il a été construit en laboratoire. OK? C'est à quel point, 6 pieds 3 pouces, 220 livres, un 4,38, puis ses autres tests physiques ont vraiment été incroyables. OK? Puis c'est un joueur qui est bon en couverture, et c'est un marteau. Il joue à la position de maraudeur. Et il est très robuste, Marc-André. C'est une des raisons pourquoi il me fait penser un peu à Cam Chancellor. Je ne sais pas si tu te souviens, l'ancien maraudeur des Seahawks de Mhm, Seattle à l'époque du Legion of Boom, mais en plus athlétique. Il est plus athlétique que Chancellor l'était. Il a été très productif durant sa carrière à l'Université de South Carolina. Tu sais, il est excellent en couverture homme à homme. Il a des hanches fluides. Puis, il a un gros cabaret, comme je l'ai dit, et il frappe comme un secondaire intérieur. Tu sais, c'est vraiment là, euh, il est vraiment unique tu sais, en termes de ses qualités physiques. Les attaques adverses doivent savoir où il se situe sur le terrain à tous les jeux, parce qu'il est déployé de plusieurs façons, puis il peut avoir un impact de plusieurs façons, que ce soit en couverture de zone, en couverture homme à homme, sur la main, sur le blitz. S'il est proche de la boîte, comme on vient de voir sur ce jeu-là, on le voit à l'écran, puis regarde, le porteur de ballon tente de le déborder, oublie ça, il est trop rapide. C'est toute une arme, ça, en défense, ce joueur-là, Nick Emenwari. J'ai hâte de voir quelle équipe va le repêcher. C'est un athlète hors pair, mais encore une fois, tu sais, il y a des joueurs qui se présentent au combat de la NFL. Ils ont des tests physiques incroyables. Mais là, quand tu te mets à les regarder jouer, ça te laisse sur ton appétit. Tu te rends mhm. compte qu'ils sont des meilleurs athlètes que des joueurs de football. Mais comme je disais, Emenwari, je ne le connaissais pas avant le combine. Puis là, lorsque j'ai vu la façon qu'il a performé, ben, je suis allé je suis allé regarder voir de quelle façon il jouait. Puis wow, c'est vraiment tout un joueur. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir quelle équipe va repêcher. Mike Green, maintenant défenseur des Capitals de Washington. Mais non, Didier. Ailier défensif de l'Université Non, c'est Mike Green ne joue Marshall. plus. Mike Green ne joue Non, il plus. joue Il a plus. pris sa Il retraite, joue là, ça fait plus. longtemps, ouais, ok, c'est ça. L'allié défensif de Donc, il n'était l'Université. pas avec Ovechkin lorsqu'Ovechkin a battu le record de Gretzky, hein? C'est ça? Non, non, non. Non, ok, Allié ok. défensif de Ah, non, on parle plus l'Université. d'hockey, c'est fait. Allié défensif de l'Université Marshall. 17 sacs du corps l'année dernière. C'est bon pour le premier rang. Ça a été le meneur dans la NCAA. Sauf que le petit bémol, c'est qu'il s'alignait dans la conférence Sunbelt, qui est toujours un petit peu. C'est pas la meilleure des conférences, là. C'est une conférence sous les conférences, mettons le Power 5. Mais Mike Green, néanmoins, demeure vraiment un choix intéressant en vue du repêchage. Ouais, 6 pieds 3 pouces, 251 livres, Mike Green. Puis, il s'est vraiment fait remarquer, c'était lors de la semaine du Senior Bowl, hein. Match d'étoiles, puis ça Mhm. permet aux équipes d'évaluer ben, les espoirs en vue du repêchage de la NFL. Écoute, dès le premier jour, je pense, dès le premier entraînement du Senior Bowl, il y avait du buzz entourant Mike Green en raison de ses performances. Personne ne l'a bloqué. Pendant toute la semaine, je pense qu'il n'y a aucun bloqueur qui l'a bloqué. Écoute, c'était vraiment incroyable. Il a commencé sa carrière à l'Université Virginia et il a été expulsé. Donc, tu vois, c'est la raison pour laquelle un joueur de son talent s'est retrouvé à l'Université Marshall, comme tu le dis, dans une plus petite conférence. Tu dis, voyons, c'est tout un joueur de football. Il commençait, il jouait à Marshall dans le Sun Belt. Ben, c'est ça. Il a commencé à l'Université Virginia, mais il s'est fait expulser. Donc, ça, c'est un joueur qui a des troubles de comportement. Il a le talent pour être repêché dans le top 15, dans le top 20 du repêchage. J'ai hâte de voir si ça va être le cas en raison de ses troubles de comportement. Tu as parlé d'à quel point il a été productif avec ses 17 sacs l'année dernière. En plus de ça, Marc-André, il a réussi 22 plaqués et demi pour perdre. Il a forcé 3 échappées. Puis, ce que j'aime de la part de Mike Green, OK, lorsque je le regardais jouer, c'est qu'il y a toujours un plan afin de battre les bloqueurs. OK? Parce que tu sais, tu as des joueurs qui sont des espoirs, sont très athlétiques, mais dans les rangs universitaires, ben, ils sont capables justement de récolter des sacs, justement, parce qu'ils sont tellement rapides, ils sont en mesure de contourner les bloqueurs. Dans la NFL, ça ne marche pas, là. Ça va prendre plus que ça. Tu dois maîtriser des techniques de main, tu dois avoir un plan, comment je bats le bloqueur. Puis lui, il en a. Il a toujours un plan, puis il possède plusieurs techniques. Pour un jeune joueur, c'est vraiment impressionnant. Écoute, c'est un des meilleurs chasseurs de quart du repêchage, OK?
Il est en dessous d'Abdul Carter, dont on a parlé Mmh. plus tôt, mais il est tout un joueur. Mais j'ai hâte de voir où il sera repêché en raison de ses troubles de comportement. Les équipes de la NFL vont devoir creuser, faire enquête pour voir OK, pourquoi il a été expulsé de l'Université de Virginia. Est-ce que ces choses-là sont dans son passé? Comment il s'est comporté une fois qu'il s'est joint au herd de Marshall? Est-ce qu'il a eu un bon comportement? Donc, c'est ça. Mais en termes de joueur de football, c'est un joueur d'impact. Puis à quel point, tu sais à quel point la position de chasseur de quart est importante au niveau de la NFL. Il est tout un chasseur de quart. Moi, je crois qu'il pourrait avoir un bel avenir si ses troubles de comportement sont derrière lui, sont choses du passé toutefois. Il y aura toujours le questionnement aussi de la compétition auquel il a fait face, dans la conférence Sun Belt aussi, hein? Oui, oui, non, ça c'est certain, mais le fait qu'il est allé au Senior Bowl et qu'il a Mmh. complètement dominé le Senior Bowl face à certains des meilleurs espoirs au niveau du repêchage du côté de la ligne à attaque, mais là, ça te permet justement d'avoir réponse à la question que tu viens de Mmh. poser. Puis encore une fois, il a été recruté, puis il avait une bourse d'études par l'Université Virginia. Donc, ça dit que c'est un bon athlète. Donc, ça répond à cette question-là qu'on peut avoir au sujet de Mike Green. Michael Williams, maintenant l'ailier défensif de l'Université de Georgia. Certains disent que c'est le meilleur, ailier défensif contre la course à la position. Ouais, écoute, il est long, 6 pieds 5 pouces, OK? 260 livres, puis il sait comment utiliser ses longs bras, justement, afin de se débarrasser des joueurs de ligne à l'attaque qui tentent de le bloquer, afin de faire de la séparation avec eux, puis ensuite de ça, de se désengager et d'aller au porteur de ballon pour réussir le plaqué. Puis, à 260 livres, mais lorsqu'il s'était présenté au Senior Bowl, il pesait 270 livres. Il a perdu une dizaine de livres lorsqu'il s'est présenté au camp d'évaluation de la NFL. Mais il a reçu un chrono son chrono, toi, c'est ça, ça laisse à désirer son chrono au 40 verges. De ce qu'on dit, c'était entre 4,75 et 4,82 lors du Pro Day à l'Université de Georgia. J'aurais aimé ça avoir un chrono un peu plus rapide que ça. Il a réussi 5 sacs la saison dernière, 8 plaqués et demi pour perte. Donc, il y a beaucoup à aimer parce qu'il sait comment s'ancrer au coin de la ligne. Contre le jeu au sol, tu l'as mentionné, effectivement, oui, c'est un des meilleurs joueurs de ligne défensive, un des meilleurs alliés défensifs contre la course, du repêchage. Comme je le disais, il sait comment utiliser ses longs bras à son avantage, se désengager des joueurs de ligne à attaque et réussir des plaqués. Et puis, malgré son gros cabaret, ben, tu peux le reculer hein, en couverture de zone à l'occasion. Il est capable de le faire, puis il réussit des plaqués à champ ouvert. Moi, c'est la chose qui m'a impressionné le plus lorsque je regardais en raison de son cabaret capable de réussir des plaqués à champ ouvert contre les porteurs de ballon ou lorsqu'il est en recul en couverture de zone. Mais j'aimerais voir plus d'impact de sa part contre la passe en tant que chasseur de cartes, toutefois. Il y a des ressemblances avec Chris Jones, certains lui trouvent des ressemblances. C'est sûr que Chris Jones, c'est vraiment une Ouais. comparaison optimale. Ben, c'est ça, j'ai Hem, lu ça moi aussi, mais j'étais comme, non, je pense pas. Parce que Chris Jones est encore plus imposant physiquement. ouais. Et Chris Jones, je pense qu'il est quoi, au moins 2,90, 2,95, puis je l'ai déjà vu en vrai, ben c'est ça, au Super Bowl, étant donné que les Chiefs sont participés au Super Bowl à plusieurs reprises lors des dernières années. Il est tellement impressionnant physiquement. Marc-André, je me souviens, on était à une disponibilité média des Chiefs, moi, Éric Leblanc, collègue du RDS.ca, puis on observait Chris Jones, puis on n'en revenait pas. On était comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, ses bras, c'est comme des troncs d'arbres. Tu sais, c'est juste un gros humain. Tu sais, je sais pas si tu comprends, il est grand, il est Ouais. gros, c'est comme s'il appartient tu sais, c'est comme s'il arrive d'une autre planète, je sais pas, tu sais, certains de ces joueurs-là qui sont des phénomènes physiques, les voir rentrer dans la pièce, c'est comme, Seigneur, tu sais, tu fais comment pour bloquer un joueur comme ça, tu sais? Fait que donc, oui, Michael Williams, il a un beau physique, mais il est pas aussi gros que Chris Jones. Puis Chris Jones, il s'en va à Kenton, c'est clair, là, donc. Non, je trouve comme comparaison, là, c'est un peu excessif, mais je l'ai lu, moi aussi, cette comparaison-là, mais je trouve que Ça c'est demeure trop, là. ça demeure toujours une question de perspective, Didier. Pour moi qui fait 5 pieds 7 et demi, tu demeures pour moi un gros humain aussi, là. Ouais, mais quand les gens me disent ça, tu sais, qu'ils me trouvent imposant physiquement, c'est vrai qu'est-ce que tu dis, tu sais, parce que moi, j'ai été dans le monde du football depuis que je suis jeune. Je suis comme, non, je suis pas si imposant que ça physiquement. Il y a des gars qui sont encore plus gros. Puis même lorsque j'étais à l'université, Tu on moins était imposant toujours depuis que tu manges de la salade. Hey, je mange beaucoup de protéines, c'est ça la clé. Manger beaucoup de protéines.
OK? C'est ça la clé. Mais écoute, quand j'étais à l'université, tu sais, il y avait les joueurs de basketball d'équipe de basket. Et des fois, les gens ne réalisent pas à quel point les joueurs de basketball sont imposants physiquement. Puis ce sont tellement grands. C'en est d'autres, ça, qu'on dirait qu'ils appartiennent à une race humaine supérieure. Tu sais, ils sont Olivier grands, ils Rioux, sont là, longs. à Florida, Ouais, 7 pieds ouais, ben 9. ouais. Hey, imagine-toi cette pénal. J'ai jamais vu quelqu'un de cette pénal. J'ai déjà vu. Il y avait un ancien joueur de basketball québécois, Pascal Fleury, ça remonte à il y a très longtemps, tu sais, qui mesurait 7 pieds. Je l'avais vu en vrai, puis j'étais comme, wow! Tu sais, tu le vois s'en venir, puis Mmh. réellement, tu as l'impression que tu vois un extraterrestre qui marche vers toi. Tu sais, c'est tellement grand, tellement long. C'est fou. Mais bref, c'est ça. Comme tu dis, je pense que c'est une question de perspective. Ouais. So, moi, quelqu'un de Heu, 6 pieds, moi, je trouve ça tout en drôle. Tu sais, là, je vais me mettre à parler de hockey encore. Mais quand les gens parlent de physique imposante de joueurs de hockey, ah, c'est un gros défenseur, 6 pieds 4 pouces, 200 livres. Au football, c'est un receveur de passe, hein. 6 pieds 4 pouces, 200 livres, tu sais. Fait que c'est une ou question de perspective différemment, là, dépendant du sport. ou les meneurs, là, les point guard dans la NBA, on pense qu'ils sont petits comparés aux autres, mais si tu regardes, ils font 6 et 3, 6 et 4, puis ils ont l'air minus Hey, comparés à oui, ouais, ben, c'est vraiment ça. Hey, Steph Curry, il a l'air tout petit sur un plancher de basketball. Il mesure 6 pieds 4. Tu sais, oui, c'est oui, ma taille. Tu sais, c'est ma taille, oui, là. Puis, tu sais, quand tu le vois, il a l'air tout petit, là. Tu sais, imagine-toi, ouais, c'est un monde de géants, littéralement, le basketball. ouais. On va passer maintenant à l'actualité dans la NFL et j'ai envie de parler de la nouvelle. On va conclure également sur le repêchage avec Jalen Milroe qui sera invité à assister au repêchage dans 2 semaines. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bonne question, parce que ça m'a surpris, ça, lorsque c'est sorti, Oh, cette nouvelle-là. Bon, ça n'a pas été confirmé, parce que la NFL veut faire un événement, bien sûr, là, lorsqu'elle publie, lorsqu'elle divulgue les joueurs qui sont invités au repêchage. Mais Milroe, je suis comme, OK, est-ce que ça veut dire qu'il y a des équipes qui vont le repêcher en première ronde? Parce que la NFL, elle veut pas que les joueurs soient embarrassés. Tu sais, je sais pas si tu te souviens à l'époque, Aaron mhm. Rodgers, Brady Quinn, qui avaient passé quoi, 4-5 heures dans le green Beau room à attendre. On Callahan. croyait qu'ils Qui ça t'a dit? Beau Callahan. Non, t'as pas vu Draft Day, hein? Ah non, 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 j'ai pas vu Brad Pitt. Non, non, je vis dans la OK. réalité, pas dans la fiction, Marc-André. Mais, non, j'ai pas vu Brad Pitt. Mais, ouais, c'est ça. Donc, la NFL veut éviter ça maintenant. Tu sais, c'est pour ça qu'elle invite moins de joueurs au repêchage. Puis, elle fait des sondages auprès des DG, des équipes de la NFL, afin de s'assurer, regardez, on aimerait inviter tel joueur, est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, parce que c'était gênant, là. Tu sais, à l'époque, pour Aaron Mmh. Rodgers, pour Brady Quinn, ils avaient passé tellement de temps. Ah oui, Souviens-toi, Brady Geno Quinn. Smith aussi. Ouais. Ouais, Geno Smith, lui, il a été repêché en deuxième ronde. Si bien qu'il avait dû aller magasiner parce que lui, il s'est juste amené un habit, tu sais, pour la première ronde, puis il pensait être repêché en première ronde, puis la première ronde se termine. Geno Smith n'est pas repêché. Là, il a dû aller s'acheter des vêtements pour la deuxième soirée du repêchage. Donc, du côté de la NFL, on veut éviter ça maintenant. Et puis là, le fait que Milroe est invité, là, je suis comme, OK, est-ce que ça veut dire qu'il y a des équipes qui ont dit à la NFL, nous, on considère peut-être le repêcher en première ronde. Parce que Milroe, il est tout un athlète. OK? Il a reçu un chrono de 4-3 aux 40 verges lors du Pro Day du Crimson Tide d'Alabama. Puis on en avait parlé, je pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Tu sais, c'est un athlète explosif, puis il est imposant quand il court pour un carrière. Là. Il est vraiment tout un athlète. Moi, je crois qu'il aurait dû retourner à l'université. Peut-être qu'il ne voulait pas changer d'école, parce que clairement, Milroe n'était pas un fit avec au sein du nouveau système en attaque du Crimson Tide d'Alabama. Il a choisi de se rendre admissible pour le repêchage. Mais le fait qu'il ait été invité justement au repêchage, je me dis, OK, est-ce que ça veut dire qu'il y a des équipes qui le voient peut-être comme un projet, puisqu'en tant que passeur, il y a une grande amélioration à faire. Mais on dit de lui Mhm. que c'est un joueur que c'est tout un leader. Il y a juste des commentaires positifs concernant son attitude, sa personnalité. Alors peut-être qu'il y a des équipes qui voient quelque chose en lui. On dit qu'il est un joueur travaillant. Alors ils se disent, écoute, nous on va l'encadrer puis on va lui permettre de s'améliorer parce que c'est un athlète explosif, dynamique. Il y a quelque chose là. Moi, personnellement, je ne le repêcherais pas en première ronde, mais le fait qu'on l'invite, c'est ça ma question. Est-ce que ça veut dire peut-être qu'il y aurait une équipe qui aurait Milroe dans sa mire? Je me souviens, tu avais mentionné son nom justement lorsqu'on avait parlé des meilleures carrières. Donc, il faut croire qu'il y a peut-être des équipes qui sont intriguées par Milroe, Marc-André. Le corps Trey Lance, maintenant, a signé un contrat d'1 an avec les Chargers de Los Angeles. Euh,
signer un contrat pour Trey Lance avec les Chargers derrière Justin Herbert, est-ce que c'est vraiment la fin de ses visées, d'avoir un espoir pour Trey Lance de devenir un jour un quart numéro 1 dans la NFL? Je pense que oui, moi. Ouais, ben, écoute, juste sauver sa carrière, juste d'être un carrière réserviste au niveau de la NFL, parce qu'il ne sera jamais un carrière numéro un. Je pense qu'on peut se rendre à cette évidence-là, là, même s'il avait été un choix de première ronde. Je pense que c'est sa dernière opportunité là, du côté de la NFL, Marc-André. Tu sais, je le Mhm. crois sincèrement du côté de Trey Lance. Parce que là, les Cowboys ont lancé la serviette après un an. Même lors des matchs préparatoires, ça avait vraiment pas bien été l'année dernière pour lui. Il y avait un match préparatoire au cours duquel il avait été victime de 5 interceptions. C'est faux de faire là, lors de matchs préparatoires. On va voir s'il va faire l'équipe avec les Chargers. Je lui souhaite de faire l'équipe et de continuer de jouer dans la NFL, même si clairement ça va être à titre de carrière réserviste derrière Justin Herbert. Mais encore une fois, ses droits appartiennent aux Rough Riders à Saskatchewan dans la Ligue canadienne. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on le voit avec les Rough Riders, se joindre aux Rough Riders éventuellement, que de le voir finalement faire l'équipe des Chargers au mois de septembre l'année prochaine. Un autre exemple d'un joueur qui avait tellement un potentiel, un beau potentiel, de belles habiletés, mais ça s'est jamais vraiment concrétisé dans la NFL. Ouais, ben, c'est difficile. Tu sais, les habiletés, c'est une chose. Mais Trey Lance, il a été partant seulement une saison dans les rangs universitaires, tu sais, à North Dakota State. C'est pas de sa faute. Sa saison 2020 a été annulée en raison de la pandémie. Cette saison-là, son équipe a joué seulement un match. Mais même lorsqu'il a été recruté au niveau du football universitaire après sa carrière au niveau de l'école secondaire, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui veulent de lui comme carrière. Si je ne me trompe pas, il est natif de l'État du Minnesota. Les Gophers de l'Université du Minnesota qui jouent dans Big Ten étaient intéressés à ce service, mais en tant que maraudeur. OK, il y a plusieurs écoles qui voulaient des gros programmes, mais c'était en tant que demi-défensif. On ne croyait pas qu'il était un assez bon carrière. Finalement, il était allé à North Dakota State, donc ces équipes-là avaient raison, là, finalement, parce que tu le vois, il n'est pas capable de reconnaître qu'est-ce qu'il voit rapidement en termes de lecture de terrain. En plus de ça, qu'il est imprécis comme carrière. C'est tout un athlète, mais ouais, il aurait dû faire le changement de position dans les rangs universitaires. Peut-être qu'il aurait pu devenir un excellent maraudeur pour avoir une belle carrière dans la NFL. Parce que c'est vraiment tout un athlète, mais c'est ça. Il lui tenait absolument à jouer à la position de carrière. C'est un peu comme Tim Tebow. Mhm. Tim Tebow aurait pu avoir une plus longue carrière dans la NFL s'il avait accepté de changer de position, mais lui, il s'entêtait à jouer à la position de carrière. Il a eu un peu de succès, bon, la saison magique qu'il a eue avec les Broncos de Denver, mais c'est tout. Mais tu sais, si Tebow a choisi de jouer à nos positions, comme Taysom Hill, regarde la belle carrière que Taysom Hill a eue. Il Mhm. était carrière à Mhm. BYU à certains moments donnés. Il était quand même candidat pour le trophée Heisman, mais au moins, il a accepté de changer de position, puis ça lui a permis d'avoir une belle carrière, de faire fortune dans la NFL. Puis il y a d'autres joueurs comme ça au fil du temps qui ont changé de position, puis ils ont eu des belles carrières dans la NFL. Alors, Trey Lance, maintenant, il est trop tard, là, ça fait quand même quoi, 4 ans, 5 ans qu'il est dans la NFL. Donc, ce changement-là aurait dû se passer lorsqu'il a quitté l'école secondaire. Alors, on va voir ce qui va arriver, mais j'ai pas beaucoup espoir pour Trey Lance, comme tu peux le voir. Dans le cas de Tim Tebow, Jésus voulait pas qu'il joue à une autre position que carrière, probablement. Hmm. Et chapeau, J'aime Trey m'abstenir de Lance. parler de religion. Et Trey Lance vient évidemment, vient, oui, du Minnesota, tu avais raison, Didier. Et en terminant, Julio Jones qui annonce sa retraite, Julio Jones qui est potentiellement l'un des meilleurs receveurs de la dernière décennie dans la NFL. C'est un gars qu'on va assurément voir au temple de la renommée du football prochainement, hein. Ouais, ben oui, écoute, il a été productif. Pendant de nombreuses années, il était parmi les meilleurs receveurs de passe de la NFL. À un certain moment donné, je pense possiblement le meilleur receveur de passe de la NFL. Moi, je me souviens de sa performance lors du Super Bowl, là, malheureusement, de la défaite des Falcons d'Atlanta contre les Patriots, lorsqu'on menait quoi? C'est quoi? 28-3, 25-3 que les Falcons menaient 28-3. en deuxième demi. 28-3, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il avait réussi tout un catch, je sais pas si tu t'en souviens, le long des lignes de côté. Il avait réussi un catch incroyable. Quel joueur de football. Puis j'ai eu l'occasion de le voir en personne, Julio Jones. RDS m'avait envoyé couvrir un match à Philadelphie. Les Eagles recevaient les Falcons. Puis ça, c'était quand il était à l'apogée de sa carrière. Je pense que c'est la saison après, justement, la défaite des Falcons au Super Bowl. Puis durant l'échauffement, j'étais sur les lignes de côté, puis je m'étais mis à observer Julio Jones. Si on vient de parler là, de Nick Emanwari, de certains spécimens physiques. Jones a
ça sautait aux yeux. C'était incroyable. Premièrement, tu sais, il mesurait quoi? 6 pieds 4, 220 livres, juste de muscles. Tu sais, quand tu le vois physiquement, t'es comme... Il avait l'air d'une statue là, qui était en vie. Là, il se mettait à courir ses tracés de passe durant l'échauffement. Marc-André, il se déplaçait comme un receveur de 5 pieds 10, 185 livres. Ses changements de direction, c'est tellement fluide avec son gabarit, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment incroyable. Je vais me souvenir longtemps de ça. Julio Jones, comme tu l'as dit, prochain arrêt pour lui, ça va être à Canton, en Ohio. Malheureusement, il n'avait jamais été en mesure de faire partie d'une équipe qui gagne un Super Bowl. Mhm. Mais wow, quel joueur de football. Dans l'histoire de la NFL, il est 16e au chapitre des verges sur réception à 13 703. Il est 5e dans l'histoire également pour les verges par match aussi sur réception. Mais il est Hmm. 61e pour les touchés. C'est ça que je vais me rappeler un peu de Ouais. Julio Jones. Il n'y a pas des grosses saisons de touchés. Je regardais un peu ses statistiques, plus de 1500 verges par la passe, des saisons de 3 touchés, 6 touchés. Il y a juste franchi la barre des 8 touchés. Il y en a eu une saison de 10 touchés, c'est tout. Oui, il a fait la pluie, le beau temps, on se souvient avec Roddy White en début de carrière, mais c'est quand même Hmm. assez. C'est un gros receveur. On pense qu'il aurait eu vraiment le nez pour être une cible de chat dans la zone de début, mais c'est surtout un receveur de possession. Ouais, 61e dans l'histoire de la NFL, 66 touchés sur réception. Ça, c'est quand même une statistique assez, intéressante ou fascinante dans le cas de Julio Jones. Il aurait pu, selon moi, mais en fait, je ne sais pas s'il aurait pu avoir plus de touchés parce qu'il jouait avec Matt Ryan, qui est un bon corps arrière. Bref, c'était vraiment juste une question de circonstances, selon moi. Ouais, non, mais c'est vrai, ça, parce que plusieurs fois, tu sais, durant sa carrière, c'était tout le temps ça. T'es comme, ah, il marque pas beaucoup de touchés. Je sais que des fois, les Falcons ne ciblaient pas près de la zone des buts. Ils n'étaient pas beaucoup ciblés près de la zone des buts. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça étrange, l'utilisation que les Falcons en Mmh. faisaient. Comme tu as dit, il y avait un bon carrière pour lui passer le ballon en plus. Ça, c'est peut-être le seul point négatif qu'on peut trouver au sujet de sa carrière. Ça fait le tour des actualités, Didier, de la NFL pour cette semaine. Oui, ben, on va se tourner du côté du fantasy football maintenant. Ça va être à mon tour de te lancer en termes de fantasy football. Bon, bien sûr, il y a eu la période des joueurs autonomes et puis on va se concentrer à la position de porteur de ballon aujourd'hui. Tu crois qu'il y a des joueurs qui se retrouvent dans des situations, euh, des situations Avantageuse. qui va les mettre avantageux? Oui, c'est le mot que je cherchais en termes de fantasy football en position de porteur de ballon, alors qu'il y en a d'autres, justement. Tu penses que peut-être qu'ils se sont retrouvés dans une situation désavantageuse. On va commencer avec Najee Harris, ancien porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh. Il a signé avec les Chargers de Los Angeles. Alors, selon toi, est-ce que tu vois ça de bon oeil, l'arrivée de Najee Harris avec les Chargers? J'ai jamais été le plus grand fan de Najee Harris. Je suis le premier à dire à la blague que c'est le meilleur porteur de 3 verges par course dans la NFL. Mais force est d'admettre et de constater que Najee Harris, sa plus belle qualité, c'est qu'il est disponible, c'est qu'il est sur le terrain. Il a quand même 4 saisons de moins 1000 verges et de 6 touchés. Il a signé un contrat d'un an à 9 250 000 Ça, c'est intéressant. Il est, par contre, lors des 2 dernières saisons, il a été le porteur numéro 25, le porteur numéro 30 au niveau fantasy. C'est pas vraiment intéressant à ce niveau-là. Sauf que chez les Chargers, on va ou on a libéré, je suis pas sûr, Gus Edwards. Bref, il ne sera pas avec l'équipe la saison prochaine. J.K. Dobbins n'a pas été re-signé encore par l'équipe, si bien qu'on a simplement Kimani Vidal avec Najee Harris. Alors, je pense que pour une formation qui est axée sur le jeu au sol, qui peut courir, je pense que Najee Harris, si évidemment on n'ajoute pas un porteur de ballon au repêchage sur les Chargers, je pense que c'est une forte possibilité pourrait recevoir 250, 300 mêmes opportunités dans le champ arrière des Chargers. Donc, il pourrait devenir intéressant avec au volume. Hein. Il pourrait devenir un porteur de ballon numéro 2 intéressant. Il est le porteur de ballon numéro 21 en ce moment au niveau fantasy. J'ai bien hâte de voir ce que les Chargers vont faire au repêchage. Ça va vraiment dicter la valeur de Najee Harris. Mais pour l'instant, au moment où l'on se parle, on enregistre le 10 avril, Najee Harris demeure un porteur de ballon quand même assez sûr, un porteur de ballon numéro 2 assez certain, assez sûr, qui peut vous apporter une certaine production au niveau fantasy la saison prochaine. Ouais, il n'y a aucun doute dans mon esprit que Harris va devoir partager le champ arrière avec un autre porteur de ballon. Tu sais, tu viens de le dire, bon, pas très rapide. Puis les Chargers, en général, du côté de l'attaque, ils ont besoin d'une injection de vitesse, tu sais, de joueurs Mm. explosifs. Autant en position de porteur de ballon, receveur de passe, Ladd McConkey a été une belle trouvaille au repêchage, mais ça va prendre plus que ça.
Mais ouais, il n'y a aucun doute pour moi, les Chargers vont sortir du repêchage. On a repêché au moins un demi à l'attaque. C'est une excellente QV à la position de demi à l'attaque. Alors, Harris devra avoir un compagnon dans le champ arrière. Et l'un qui a profité justement du départ de Najee Harris, c'est Jalen Warren, qui est présentement, on peut pas penser qu'il est le nouveau porteur de ballon numéro un des Steelers. Il faut dire que Warren il a été blessé la saison dernière, en 2024. Ça n'a vraiment pas été une saison remplie de succès pour lui, mais en 2023, il ne faut pas oublier qu'il était dans le top 10 pour les verges par opportunité, les courses explosives, ça c'est les courses de au moins 15 verges par un porteur de ballon, et les plaqués ratés dans la NFL. Donc, il a du talent, Jalen Warren. Du côté des Steelers, on est quand même emballé par la perspective de pouvoir enfin avoir Jalen Warren sur 3 essais. Je sais que Mike Tomlin a dit récemment qu'il voit Warren comme un porteur de ballon de 3 essais dans la NFL. En plus, il excelle dans le jeu aérien, 99 catchs sur 121 ballons dirigés vers lui, près de 700 verges par la passe également au cours des 2 dernières saisons. C'est un porteur de ballon numéro 2 fantasy, selon moi, à l'aube de la prochaine saison. Un porteur de ballon numéro 31 en ce moment. Tout dépendant, je pense encore que les Steelers pourraient aussi être dans le mix pour ajouter un porteur de ballon au repêchage. Ah oui, Mais si c'est pas le absolument. cas, Jalen Warren pourrait monter à être en ascension fulgurante au niveau fantasy. Tout dépendamment de la qualité également et de la ronde et de la journée qu'on va repêcher le porteur de ballon du côté des Steelers. Ah, il y a pas de si. Ils vont en repêcher un autre porteur de ballon, ça c'est certain. Parce que Warren, Mm. moi je l'aime en tant que joueur, mais il a un petit physique. Tu as mentionné le fait qu'il a raté des matchs en raison de blessure la saison dernière. C'est un porteur de ballon complémentaire. Tu sais, si tu peux avoir un gros porteur de ballon robuste, c'est ça qu'on essayait, on espérait avoir là, du côté des Steelers. La seule chose, c'est que Najee Harris, oui, il est imposant physiquement, mais il est lent. Mais si tu peux avoir un meilleur porteur de ballon, tu sais, peut-être un Omarion Hampton de North Carolina, puis là, de le jumeler Mm. avec Harris, avec Warren, là, ça serait très intéressant là, du côté d'attaque des Steelers. Puis, ça va être qui carrière qui va remettre le ballon au porteur de ballon des Steelers? Ça va être Aaron Rodgers. Toujours pas eu d'annonce, hein, imagine-toi. On est rendu à 2 semaines du repêchage, en tout cas. Mais ouais, non, non, Warren, il a beaucoup aimé, mais il va avoir lui aussi, tout comme Harris. On a défait le duo, mais les deux vont se retrouver avec un partenaire dans le champ arrière. Ça, il n'y a aucun doute. C'est bien, je tiens à préciser que c'est à l'heure où l'on se parle en ce moment. Tout Oui, ça oui, peut oui, oui. changer avec le repêchage. Et je voulais terminer en vous Ouais. parlant de Jordan Mason, qui a été acquis, lui, via transaction par les Vikings du Minnesota. A été acquis des 49ers, évidemment. Et il sera là pour seconder Aaron Jones. Didier. Mais Aaron Jones, là, il a 30 ans. Il a clairement ralenti. Il est sur le déclin. Et je pense que Jordan Mason, on l'a vu sporadiquement avec les 49ers, lorsqu'il en a eu l'opportunité, et il est explosif. Jordan Mason, selon moi, il a été parmi les meilleurs en 2024 pour les verges après le contact et les plaqués brisés dans la NFL, 5,2 verges par course l'an passé. Et déjà, Mhm. Kevin O'Connell l'a dit récemment qu'il obtiendrait du temps de jeu à la porte des buts. C'est à lui on remettrait le ballon Ah! dans la zone payante. Donc, j'ai bien hâte de voir si tout ça va se concrétiser. C'est des paroles du mois d'avril. Il ne faut pas rien prendre pour Ouais. acquis, c'est sûr. Mais Jordan Mason, selon moi, va avoir des opportunités. Clairement, on n'a pas été satisfait du travail de Ty Chandler l'année passée du côté des Vikings. Et Jordan Mason va voir du temps de jeu. On n'a pas acquis ses services pour rien. Puis je pense qu'on est à une blessure de voir vraiment l'ascension de Jordan Mason au niveau fantasy. Selon toi, quels sont les porteurs de ballon qui se retrouvent perdants là, à la suite de la saison morte jusqu'à présent et de la période des joueurs autonomes? On a parlé que les perdants du côté des Cards, il y avait CJ Stroud, mais je pense aussi que Joe Mixon est un perdant pour le moment parce qu'encore Oh. là, on ne sait pas de quoi aura l'air la ligne à l'attaque du côté des Texans. Puis ça, c'est un problème pour Joe Mixon également. C'est un problème pour CJ Stroud aussi. En 2024, il a été le porteur de ballon numéro 9 au niveau fantasy en 14 matchs. Mais lui aussi, il va avoir 29 ans, mine de rien. Il commence à vieillir, Joe Mixon. Et l'an dernier, il a vraiment terminé Ouais. la saison vraiment du mauvais pied. Il a une fois, il a obtenu 100 verges au sol lors des 8 derniers matchs. Et j'avais écrit ligne à l'attaque en gras dans mes notes. Donc, évidemment, j'ai bien hâte de Mhm. voir c'est quoi le plan pour la ligne à l'attaque des Texans. Mais ça pourrait jouer vraiment sur la valeur de Joe Mixon au niveau fantasy. Ouais, parce que moi, tu sais, souviens-toi, il avait très bien commencé la saison, hein. Il était Mhm. déchaîné, puis on se disait, waouh, qu'est-ce qui se passe avec Joe Mixon? Tu sais, comparativement lors de ses 2 dernières saisons à Cincinnati, il avait l'air beaucoup plus explosif.
Mais effectivement, il n'a pas été en mesure de maintenir ce rythme-là pendant toute la saison. Il a fait subir une blessure aussi, si je me souviens bien, c'était à une cheville, mais ouais. Puis il a Mhm. beaucoup de kilométrage hein, encore. Tu sais, il a été le porteur des ballons, de ballon numéro un des Bengals pendant de nombreuses années. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, mais ouais, lui, je suis d'accord avec toi. Sans ligne à l'attaque en plus. En tout cas, Mais les c'en est un Texans, autre. Si on veut faire un lien ouais, avec, vas-y. avec Mike Green, là, c'en est un autre. Je me souviens au repêchage, on avait mis le CV de ses frasques dans les rangs universitaires, puis c'était mêlé avec la police ou avec la justice. Tu vois, ça n'a pas été si pire que ça, finalement. Non, mais, mais lui, tu te souviens pas, parce que lui, c'était un incident en particulier, Joe Mixon. Il y avait une vidéo, je suis certain que ça doit être disponible encore là, sur Hmm. Internet, de lui qui, si je me souviens bien, qui frappait une fille dans un bar. On le voyait sur la caméra de sécurité. Ouf. Je pense, écoute, il est arrivé quelque chose, un incident avec la fille, mais en tant qu'homme, tu peux pas frapper une femme. Tu peux Non. pas, là, tu sais. Puis c'est ça qui lui était arrivé, là. Hmm. Donc Mhm. c'est ça. Pour Mike Green, on ne sait pas, là, ça a été quoi les incidents. Ouais. Je vais devoir faire des recherches là-dessus Mais avant le mon point, c'est que repêchage, c'était lorsque pas un j'en parle enfant de en ondes, cœur non mais ouais. plus. Non, t'as raison. Non, absolument. Mais une fois, dans la NFL, on n'a jamais rien entendu de Hmm. négatif. Il C'est faut vrai. croire qu'il a appris de sa leçon. Parce que je pense qu'il n'avait pas été suspendu un an au Oklahoma, Nixon, à la suite Hmm. de ça. Puis il avait été arrêté et tout. Donc, ouais, non, si tu n'apprends pas ta leçon après ça, tu vas jamais l'apprendre. Alors Je vais maintenant, terminer en vous Rico parlant de... Dowdle. Ben oui. Oui! Oui, oui, je voulais parler de Rico Dowdle en terminant. Écoute, depuis qu'il avait été, il avait pris les commandes du champ arrière des Cowboys de Dallas la saison dernière, ça a vraiment été une bonne fin de saison pour Rico Dowdle. Je le trouvais personnellement qu'il avait du talent, qu'il avait du jus, comme on dit, qui était quand même assez explosif. Ça s'est traduit par 1079 verges, 5 touchés avec les Cowboys l'année dernière, plus de 14 points fantasy dans 4 de ses 6 derniers matchs. Le problème, c'est qu'il a maintenant signé un contrat d'1 an avec les Panthers de la Caroline. C'est un gars de la place qui a joué à South Carolina. Je disais qu'elle avait grandi Hmm. à 45-50 minutes de Charlotte quand il était jeune. Ah, OK. Ouais, il les retourne à la maison. Pardon. Par contre, en 2024, même sa moyenne de course en 2024, il dit 4,6, c'est pas mauvais. Sauf que là, Ouais. avec justement se placer derrière Chuba Hubbard, ben, ça vient un peu jouer sur sa valeur fantasy et sur la valeur fantasy également de Chuba Hubbard. Là, j'étais vraiment. Je pensais que Chuba Hubbard allait être un choix quand même populaire de deuxième et troisième ronde. Là, ça vient peut-être d'adoucir ou de tempérer les attentes envers le porteur de ballon canadien. Mais ouais, Rico Dowdle, par contre, ce que ça dit, c'est que Jonathan Brooks il est quand même assez effacé là, de la planète fantasy jusqu'à nouvel ordre. Je Ah, pense qu'on va non. partager le travail dans le champ arrière des Panthers de la Caroline la saison prochaine. Ouais, ben Jonathan Brooks, pour les gens qui s'en souviennent pas, il avait été un choix de deuxième ronde des Panthers il y a un an. C'est lors du dernier repêchage. Un produit. Ouais, ça va? As-tu de l'eau? Ouais, ouais, ouais. On a presque fini, Marc-André. Lâche pas. Mais ouais, c'est ça. Jonathan Brooks, un produit de l'Université de Texas, avait été un choix de deuxième ronde à des Panthers l'année dernière. Toutefois, lors de sa dernière année à l'université, il avait subi une grave blessure à un genou. Là, il a finalement commencé la saison en retard avec les Panthers. En deuxième moitié de saison, il a été capable de commencer à jouer. Puis il s'est immédiatement reblessé au même genou. Alors, écoute, on peut anticiper que possiblement que sa carrière est terminée. Du moins, il ne va jamais atteindre le potentiel qu'il avait. Alors, ouais, puis ça prend un autre porteur de ballon hein, dans charrière du côté des Mhm, Panthers. Albert a connu vraiment une belle saison. On l'a récompensé avec une prolongation de contrat. Mais écoute, ça prend au moins deux porteurs de ballon. Puis Darnold, moi, il m'a impressionné l'année dernière. Tu sais, mhm. parce que par le passé, il jouait un rôle secondaire derrière Ezekiel Elliott. Mais une fois qu'on a finalement lancé la serviette du côté de Zeke, les Cowboys, puis que Darnold est devenu le porteur de ballon numéro un dans le champ arrière. Tu as parlé de ses statistiques et tout. Moi, il m'avait surpris. Si bien que je me dis pourquoi les Cowboys n'ont pas re-signé même. Tu sais, parce que les Cowboys ont besoin criant maintenant à la position de porteur de ballon. Là. Ouais, puis tu sais, on se demande aussi pourquoi il s'est pas trouvé une meilleure situation que ça non plus. Là. Je veux Ouais. dire, Chuba Avec un Hubbard, il est contrat pas d'un mal an. Là. Ouais. bien en selle aussi. Tu sais. Ouais. Ben, comme tu l'as dit, il vient de cette région, tu sais, puis lui, peut-être qu'il a grandi en étant un partisan des Ouais. Panthers, c'est son rêve de jouer pour les Panthers, on ne sait pas, mais je J'essaie de crois voir les juste un contrat Broncos, d'un an, hein. peut-être.
sais, les Broncos, ça pourrait être, tu sais, s'il y avait une meilleure situation peut-être, des équipes comme ça, Ouais. bref. Peut-être La derrière façon dont Kamara aussi. dont il a joué en deuxième moitié de saison, tu aurais cru qu'il Mmh. y aurait plus Mmh. d'intérêt pour lui, le marché des joueurs autonomes. Exact, Ouais, ouais. Moi aussi, je trouve ça. exact. Hmm. Terminons maintenant, Didier, Ah par la ben, minute des fans. oui. On a Allons-y, les quelques questions qui questions, nous ont été que envoyées. et par des amateurs et surtout des auditeurs du podcast. On commence par Emmanuel Bossé. «Salut Didier, nous venons d'apprendre la nouvelle, de l'identité du nouveau commissaire de la Ligue canadienne de football, Stuart Johnston, dirigeant de longue date de Bell Media et TSN. Quelles sont tes impressions sur cette nomination? Est-il l'homme de la situation pour faire progresser notre ligue? Et j'ai en tête les codes d'écoute télévisuels, l'ajout de nouveaux partisans et cette miragineuse expansion en Atlantique. Merci à toute l'équipe du Sac du Corps. Merci Emmanuel pour ta question. Alors Didier, Stuart Johnson, t'en penses quoi? Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Parce que être commissaire de la Ligue canadienne, là, c'est tout un défi, hein. La Ligue canadienne, c'est une ligue unique. Bon, bien sûr, il y a seulement 9 équipes. Les 9 équipes sont au Canada. Sa mission première, tu sais, de ce que j'ai lu depuis sa nomination, puis de qu'est-ce que j'ai entendu depuis la dernière année environ, du moins depuis que l'ancien commissaire Randy Ambrosie avait annoncé qu'il allait pas être de retour. Le contrat de télé, il semble que ça va être sa mission première. Parce que la Ligue canadienne, les gouverneurs voudraient être en mesure de générer plus de revenus au niveau du contrat de télé. Mais la chose, c'est qu'on est au Canada, OK? La Ligue canadienne, c'est une très petite ligue. Puis, comment tu vas faire pour générer plus de revenus? Tu sais, c'est pas comme la NFL aux États-Unis où est-ce que tu as plusieurs réseaux de télé et de streaming qui se battent pour diffuser ton produit. Alors là, tu peux créer une vente aux enchères là, du moment que tu as des droits, tu sais, que ce soit pour les matchs du jeudi soir, du dimanche soir, le dimanche après-midi, ainsi de suite. Mais là, comment tu fais pour créer ça du côté de la Ligue canadienne? Parce qu'au Canada, réellement, tu as du côté anglais, tu deux gros chaînes de télévision sportive. C'est tout. TSN et Sportsnet. Au Québec, t'en as deux seulement. RDS et TVA Sport. Donc, tu vois, ça devient très limité à ce niveau-là. Je sais que les gouverneurs, comme je viens de dire, ils aimeraient générer plus de revenus en termes avec les revenus de la télé, mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour créer ça. Puis s'ils seront en mesure, si le nouveau commissaire plutôt sera en mesure de trouver une solution à tout ça. Euh, pour ce qui est de l'équipe dans les maritimes, ben, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on entend parler de ça, ou à peu près. Oui, ça serait bien d'avoir une 10e équipe dans la Ligue canadienne, mais il n'y a pas de stade dans les maritimes. Tu n'as pas un stade. Il y avait un groupe qui était intéressé à amener une équipe dans les maritimes. Tout ça, ça se passait avant la pandémie. Puis là, la pandémie a mis un frein à tout ça. C'est venu bousiller tout ça. Parce que peut-être on va revisiter cette option-là. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas espoir de voir une 10e équipe dans les maritimes, du moins pas dans un avenir rapproché. Il y a beaucoup de questions là, du côté de la Ligue canadienne, mais depuis que j'écoute le football, il y a toujours beaucoup de questions au niveau de la Ligue canadienne. Tu sais, euh, c'est constamment les mêmes problèmes. Toutes les questions qu'Emmanuel vient de poser, je me souviens, il y a 30 ans, on posait les mêmes questions du côté de la Ligue canadienne. Donc, j'ai hâte de voir ça. Écoute, moi, je suis un fan de la Ligue canadienne. Tu sais, bien sûr, j'ai grandi en regardant cette ligue-là. Ben, j'ai grandi, en fait. Les Alouettes sont arrivés à Montréal. J'avais 18 ans lorsqu'ils ont effectué leur retour, mais quand même, tu sais, je regardais Rocket Ismail à l'époque jouer pinball également. Euh, puis, veux pas, moi, j'ai un parti pris parce que je couvre les Alouettes, je couvre les activités de la Ligue canadienne depuis de nombreuses années. C'est mon pain et mon beurre. Donc, j'espère que Johnson sera en mesure justement de trouver des solutions afin que la Ligue ait les reins beaucoup plus solides que c'est le cas au cours au moins des 30-40 dernières années. Les mauvaises langues qui diront qu'il ne peut pas faire pire que le commissaire précédent. Ben, écoute, on dit que c'est jamais une bonne OK, chose de parler des gens qui sont décédés. René OK. Brosé n'est pas décédé, il est plus là. Tu sais, qu'est-ce que j'en pense? Il est plus là, on n'est plus obligé d'en parler, mais il n'a pas laissé la Ligue dans une bonne situation nécessairement, là. Xavier Rochette maintenant. Bonjour Didier, je m'appelle Xavier. Et avoir su, je l'aurais 2 fois dans le même courriel. Et premièrement, félicitations pour le podcast. C'est un plaisir de vous écouter chaque semaine. Ma question est la suivante. On sait que le jeu au sol des Cowboys a été fortement critiqué la saison dernière
et que Dak Prescott s'est Mm. souvent blessé lors des 2 dernières saisons, est-ce que tu penses qu'avec le départ de Zach Martin parti à la retraite, les Cowboys devraient repêcher un joueur de ligne à l'attaque plutôt qu'un des talentueux porteurs de ballon disponibles lors du repêchage? Personnellement, moi, je pense qu'ils devraient repêcher les deux, et un joueur de ligne à l'attaque et un porteur de ballon. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, tout d'abord, merci Xavier pour ta question. En première ronde, moi, j'étais les Cowboys parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une excellente cuvée de porteurs de ballon. Il y a énormément de profondeur au niveau de la position de porteur de ballon. Donc, j'attendrai, tu sais, justement, parce que Dak Prescott s'est blessé lors des dernières saisons. Tu veux pas qu'il se fasse tabasser. Tu dois commencer en le protégeant. Non seulement ça, il est le carrière le mieux payé de la NFL. Donc, tu dois bien le protéger. Donc, la ligne à l'attaque. Parce que non seulement si tu peux repêcher un joueur de ligne à l'attaque qui va donner un coup de main à cette unité, tu vas pouvoir mieux protéger Dak Prescott. Ça va t'aider à créer des brèches au niveau du jeu au sol pour ton porteur de ballon. Même en deuxième ronde, il va y avoir des porteurs de ballon qui peuvent être des partants dans la NFL, même en troisième ronde aussi. C'est vraiment une bonne cuvée avec beaucoup de profondeur. Alors, la priorité pour moi, ça devrait être du côté de la ligne à attaque des Cowboys. En plus de ça, ils ont besoin de la position de receveur aussi. Parce qu'après CeeDee Lamb, qu'est-ce que tu as la position de receveur éloigné du côté des Mhm. Cowboys, Marc-André? Donc, ils ont besoin, ils ont plusieurs besoins, mais c'est bien beau si tu as des receveurs de passe, porteurs de ballon, si tu n'as pas de ligne à l'attaque, ça ne marchera pas. Donc, moi, c'est dans les tranchées. Tu construis ton équipe dans les tranchées. Donc, ouais, de repêcher un joueur afin de repêcher Zach Martin, ça serait l'option numéro un pour moi. Évidemment, William Gonzalez, un habitué également de notre podcast. Salut Mhm. à vous deux. Aujourd'hui, j'ai deux questions pour vous. La première, nous voyons de plus en plus de matchs internationaux. Je me demandais si les propriétaires sont contents de voir leurs équipes jouer à l'extérieur et s'ils ont une compensation, j'imagine, financière pour jouer à l'extérieur. Et deuxièmement, la question, comment on détermine également les équipes qui sont envoyées pour jouer ces matchs internationaux-là? Merci, William. Oui. Oui, un gros merci, William. Ben oui, ils sont contents, les propriétaires. Pourquoi? Ça veut dire plus d'argent. Faut pas oublier que les affaires sont des affaires. La NFL est tout d'abord une business. Les propriétaires sont des milliardaires et s'il y a une chose que les milliardaires aiment, c'est faire encore plus d'argent. Ils en ont jamais assez. Et puis là, avec les matchs internationaux, parce que on en a déjà parlé dans le podcast, le marché nord-américain, ben, il est maximisé. Là. C'est difficile de générer plus de revenus que ce soit aux États-Unis ou au Canada en raison de la popularité de la NFL. Donc, c'est la raison pour laquelle la NFL, elle est à l'assaut de la planète. Alors, en ayant des matchs internationaux, bien, ça te permet de vendre des produits dérivés, ça te permet de faire grandir le football américain, de le faire connaître internationalement et de générer plus de revenus. Tu sais, je parlais des droits de télé du côté de la Ligue canadienne de football. Ben, c'est la même chose hein, pour la NFL. Oui, il y a des droits de télé au niveau des réseaux américains, mais il y a des droits de télé au Canada, il y a des droits de télé dans tous les autres pays, alors que les réseaux de télé doivent débourser de l'argent afin d'acquérir ces droits-là. Donc, on augmente les revenus. Donc, oui, ça fait l'affaire des propriétaires. C'est plus d'argent dans leur poche. Éventuellement, également plus d'argent dans les poches des joueurs aussi. Parce qu'on l'a vu, le plafond salarial a augmenté durant la saison morte de 30 millions de dollars d'un seul coup. Puis là, ça va se poursuivre ça, au cours des prochaines années parce qu'il y a de la nouvelle argent qui entre dans les coffres de la NFL. Puis ça, ben, c'est ce qu'on est à la recherche. On est à la recherche de ça. Il y avait une autre question, c'est une question en deux volets. J'oublie, là, c'était quoi C'était l'autre également, et question comment qu'il y qu'on avait? détermine les équipes? Comment qu'on Oui, détermine oui, les équipes oui. qui vont jouer? Oui, ben, c'est que la NFL, elle a un système en place. Il y a déjà des équipes de la NFL qui ont des territoires, si on peut dire. Il va y avoir un match en Irlande cette année. L'Irlande est le territoire des Steelers de Pittsburgh. Je sais que les Lions de Détroit, eux, sont associés avec l'Allemagne. Il va y avoir un match en Australie Ouais. dans 2 ans. Il y a notamment les Rams. Les Rams seront l'équipe hôtesse. Donc, ce territoire-là appartient à deux, trois équipes. Je pense qu'il y a les Raiders aussi qui appartiennent, entre guillemets, à l'Australie. Alors, c'est ça. Donc, c'est déjà déterminé. La NFL a déjà fait ça. Donc, il y a des marchés qui appartiennent à certaines formations déjà, des marchés internationaux qu'on a déjà divisés entre les 32 équipes de la NFL. La NFL est en avance là-dessus. Là. Donc, lorsque je dis qu'on est à l'assaut de la planète, c'est pas une exagération. C'est vraiment ça. Et puis,
Le flag football, le flag football, ça fait plusieurs fois que je le mentionne, mais ça joue un rôle important au niveau du développement international de la NFL. Parce que le flag football, c'est un sport qui est beaucoup plus accessible que le football en tant que tel. C'est moins intimidant afin d'y jouer. C'est beaucoup plus inclusif. Il y a des ligues de flag football féminines autant que masculines. Écoute, c'est tellement populaire au Québec. Je sais que le flag football féminin est très populaire en plus. Ça gagne en popularité année après année. Il y a des équipes au niveau universitaire, au niveau collégial. Ce sport-là ne fait que prendre de l'expansion. Ça va même être un sport olympique en 2028. Ça va juste continuer à grandir. Puis ça, la NFL s'en sert comme outil afin d'augmenter la popularité du football, de son produit, mais également afin de générer d'autres revenus, de la nouvelle argent. La NFL va commencer à imprimer son argent elle-même, Marc-André, éventuellement. C'est juste une question de temps. C'est comme une grosse game de risque. Je savais pas ça, finalement. Et la rumeur veut d'ailleurs qu'on a octroyé le territoire de l'Antarctique aux Browns de Cleveland pour être sûr de ne pas les voir dans les matchs outre-mer. Puis je pensais, en plus, quand tu as commencé, je suis tombé dans le panneau, je pensais que tu allais dire quelque chose de sérieux. Je portais attention à ce que tu disais. Ah, ben c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou bien c'était tout, Non, ouais? C'était c'était tout. la dernière? Et C'était tout. Bon, ça ben, tire. on a fait le tour. Merci à tous les auditeurs qui nous envoient des questions, puis continuez de le faire. On va essayer. Oui. Pas on va essayer, on va y répondre Bon, au on y cours des répond, prochaines on y éditions du répond. podcast. Ben oui, exactement. On pourrait même Oui, quasiment oui, faire absolument. un jour des éditions complètes de juste questions du public. Ça serait le fun. On n'aurait rien à Ah, faire. bon. Aucune préparation. Ouais, ouais, c'est ça. On fait juste répondre aux questions. Ouais, ça serait plus simple comme ça. Ouais. Mais quand même, ben, écoutez, on espère que cet épisode du podcast vous a plu. Merci Marc-André. Hein. Un gros merci Marc-André. Merci à Guillaume également. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous reparle ben, la semaine prochaine.